Dans le cadre de ce travail pratique numéro un, nous avons des objectifs qui ont été définis, qui seront celles que nous devons atteindre. Le premier objectif consistera à l'installation et la configuration du rôle ADDS et joindre ce domaine. Quand on parle de joindre ce domaine, on voit là des machines ou encore des postes clients ou serveurs qui vont devoir joindre ce domaine ADDS que nous avons installé. En second objectif, nous allons configurer le routage statique et dynamique avec le protocole RIP version 2. En troisième objectif, nous allons configurer le partage de connexion Internet avec le protocole de routage NAT. Et nous finirons par la configuration du DNS et du service WIN. Pour atteindre ces objectifs, nous avons subdivisé les différentes tâches en plusieurs étapes. Comme vous pouvez voir à travers cette présentation, le plan de travail. La première étape consistera déjà à faire le plan du réseau, c'est-à-dire définir quelles sont les différentes plages réseau auxquelles le serveur ou encore les postes clients appartiendront. Nous allons par la suite configurer le routage statique. Ça, c'est la seconde étape. Après avoir fixé ces IP-là, après avoir défini ces plages réseau et agressé nos machines convenablement, nous allons par la suite configurer le routage statique. En troisième étape, nous allons configurer TCP/IP et également installer l'Active Directory pour permettre une gestion centralisée des ordinateurs et également des ressources. En quatrième étape, nous allons configurer le routage dynamique avec RIP version 2 sur les serveurs DC et membres. Nous allons avoir deux serveurs dans notre topologie, dans notre atelier pratique. En cinquième étape, nous allons configurer le protocole NAT sur le serveur membre. En fait, bien après avoir présenté ces différentes étapes, nous allons voir les différents composants de notre architecture. En sixième étape, nous allons mettre en place la résolution de nom via le protocole DNS. En septième étape, nous allons configurer les zones secondaires et nous finirons par la mise en œuvre du service WIN avec également le DNS. Donc voilà grosso modo les différents axes de notre travail concernant ce TP numéro 1. Donc nous allons commencer par la première étape qui consistera à faire le plan du réseau et également configurer, agresser nos machines, fixer des IP sur nos machines. Il est donc primordial de bien mettre en place une architecture qui sera assez expressive, assez compréhensive pour pouvoir mener à bien ces différentes étapes en rapport avec ce travail pratique numéro 1. Donc, concernant le plan, la structuration, les choses ont été élaborées de telle sorte que chacun d'entre nous ait son réseau pour éviter éventuellement un mélange de travail. C'est pour cette raison que les choses ont été définies en amont. Donc, dans le cadre de ce travail, comme il est dit explicitement, nous allons disposer de 4 ordinateurs, un contrôleur de domaine, Windows Server 2019, ça peut être 2016, ça peut être 2022, il n'y a absolument aucun problème à cela. Donc, nous allons avoir un contrôleur de domaine. Donc, ce contrôleur de domaine-là, nous allons l'appeler DC. C'est le nom de ce serveur-là qui fera office de contrôleur de domaine que nous allons appeler DC. Nous allons avoir un second serveur, un serveur membre, toujours sur Windows Server 2019 ou 2016 ou 2022, dépendamment de la version que vous disposez. Donc, ce serveur membre-là, nous allons l'appeler SRVMBR pour serveur membre, c'est juste une abréviation. Donc, ce serveur membre-là, c'est ce serveur qui sera utilisé pour permettre à toutes les autres machines d'aller sur Internet. Nous allons avoir deux postes clients Windows 10. Donc, ces postes clients-là, le nom choisi sera respectivement client 1, client 2. Mais maintenant, tout compte fait, si vous avez déjà dans votre
infra, des noms que vous avez attribués à vos postes clients. Ça ne pose absolument aucun problème. Le tout, c'est d'avoir une architecture suffisamment expressive et claire. Mais maintenant, il sera question de respecter scrupuleusement les différentes adresses réseau qui vous ont été allouées. Si je prends le cas du DC, le DC, comme vous pouvez le voir ici, aura deux cartes réseau. Une carte réseau VMnet 1 et une seconde carte réseau VMnet 2. Le serveur membre également aura deux cartes réseau, une carte réseau VMnet 1 et une seconde carte réseau Internet. Les clients, quant à eux, auront chacun une seule carte réseau. Le client 1, une carte réseau VMnet 1, le client 2, une autre carte réseau VMnet 2. Donc 1 pour client 1, 2 pour client 2. Et le DC, le VMnet 1 sera sur le réseau commençant par 1. Donc 192, 168, 100 ou bien 101, 102, 103, 104, etc. Donc ça commence par 100 quelque chose. Le troisième octet de la classe C de son adresse IP. La deuxième carte réseau du DC commencera par, disons, le troisième octet de la deuxième carte réseau du DC commencera par 200 quelque chose. Donc, nous avons une adresse de classe C également, en 192.168.200, si je prends le cas de la première adresse de Amran Ahmed, donc 192.168.200.0. Donc, point 100, c'est pour la VMnet 1. Point 200, c'est pour la VMnet 2. Ça veut donc dire que pour le cas du serveur membre qui a la VMnet 1, ça sera dans l'IP.100. Le client 1 qui a la VMnet 1, ça sera dans l'IP.100 également. Client 2.200. Donc de cette façon, on aura une facilité de compréhension dans la mise en œuvre des différents scénarios. Donc, pour récapituler, le DC a deux cartes réseau. Deux cartes réseau, nous avons pris VMnet 1 et VMnet 2. Et VMnet, quand je parle de VMnet 1 ou VMnet 2, chacune de ces cartes-là sont configurées en mode host only. Donc que ce soit VMnet 1, que ce soit VMnet 2, c'est un host only. Nous allons le voir quand nous allons mettre en œuvre ces différentes configurations, quand nous allons ajouter les cartes réseau sur nos environnements virtuels. Donc, le DC a donc deux cartes réseau, le serveur membre a deux cartes réseau, le client 1, une seule carte et le client 2, une seule carte également. Donc, chacun d'entre vous a son sous-réseau, a son réseau qui a été prédéfini en amont. Donc, vous avez le devoir de respecter parfaitement ce plan d'adressage. Ça veut dire que si je prends le cas de, par exemple, je prends quelqu'un comme Diallo Baba, c'est un exemple. Il a son IP en 192.168.104.0 pour la VMnet 1. Donc, il doit choisir une adresse IP qui appartient à ce réseau-ci pour fixer sur la VMnet 1 du DC. La seconde carte réseau du DC qui est en 192.168.204.0, il doit également choisir une adresse IP qui appartient à ce réseau-là, .204.0. Le serveur membre qui est en 192.168.104.0, il doit choisir une adresse IP qui appartient à ce réseau-là, mais qui est différent de l'adresse IP qu'on a attribuée déjà au DC qui est en 104.0. Bon, puisque c'est le même réseau, donc, mais on ne doit pas dans un réseau d'entreprise attribuer une même adresse IP à deux machines différentes, ce qui aura pour conséquence de générer un conflit d'adresse IP. Donc chaque machine doit avoir une adresse IP unique. Pareil avec les clients, on va faire la même chose. Donc, je vais donc vous présenter les machines qui ont déjà été installées en amont. Donc, si je viens sur mon VMware Workstation, comme vous pouvez le voir ici, je vais basculer comme ceci. J'ai le DC, donc j'ai attribué le nom DC comme vous pouvez le voir, mais pour le moment, il est encore, ce serveur est encore en workgroup. Il n'y a pas encore d'adresse IP qui a été fixée. Si je prends le serveur membre SRVMBR, lui aussi, il s'appelle SRVMBR. Pas d'adresse IP, pas de carte réseau supplémentaire. Ce serveur également est en workgroup. Le client, je vais renommer ça idéalement. Je vais l'appeler client 1 comme on a convenu dans la topologie. Donc,
je vais sortir d'abord du mode plein écran pour qu'on ait une disposition plus conviviale. Donc, je vais l'appeler ici client 1. Celui-là, je vais l'appeler client 2. Voilà. Donc là, si je reviens sur le poste, je vais également procéder au renommage pour avoir quelque chose d'harmonieux. 6dm.cpl. Ce raccourci va me mener directement dans les propriétés système et j'aurai dans la capacité 6dm.cpl. Voilà, je clique là. Donc, je suis rapidement dans les propriétés système. Je vais procéder donc à la modification de ce nom. Je l'appelle client 1 comme ceci. Je valide et je vais donc redémarrer la machine. Je fais la même chose pour le deuxième poste. Donc, je vais aller également saisir la commande 6dm.cpl qui va me mener rapidement dans les propriétés système. Au lieu de faire clic droit sur ce PC, aller ensuite dans propriétés, après modifier, bon, c'est assez long. Je préfère prendre ce raccourci. Je vais ouvrir ça également, je vais exécuter. Je clique sur modifier pour changer le nom de cette machine. Je l'appelle client 2. Je valide. Et là, ça va susciter un redémarrage du système d'exploitation. Oui, je vais redémarrer. Là aussi, je valide. Pendant que le redémarrage s'effectue, je reviens rapidement encore sur notre architecture. Et comme il avait été dit précédemment, le DC doit avoir deux cartes réseau, le serveur membre deux cartes réseau, les clients une carte réseau. Donc ce qu'on va faire, nous allons nous rendre, bon je peux fermer même déjà cette partie-ci. Nous allons nous rendre dans le Virtual Network Editor. Donc c'est cette partie-là qui va nous permettre de pouvoir ajouter ou alors configurer nos différentes cartes réseau virtuelles ou encore ajouter les différentes cartes réseau virtuelles que nous allons utiliser. Donc, je viens ici sur Edit. Ensuite, j'ai Virtual Network Editor. Je clique dessus. Voilà, j'ai l'assistance qui fait son apparition. Je vais cliquer sur Change Settings pour pouvoir éditer les différentes cartes réseau présentes ou non. Donc là, généralement, quand je clique, je dois voir ça masqué ici. Je viens cliquer également là. Parce que comme j'ai plein d'icônes sur la barre de tâches, cette nouvelle fenêtre va venir apparaître dans ce sous-menu-ci qui est masqué là. Je vais cliquer dessus et je vois là l'icône ici. OK. Donc là, j'ai déjà VMnet 1. Lui, il est en hausse only. J'ai le VMnet 2 également en hausse only. Donc, la case à cocher ici, Connect et Host Virtual Adapter to this Network, c'est une case que quand vous cochez, la seule particularité de cette case, c'est que ça vous permet d'avoir la carte réseau virtuelle, le VMnet 1 précisément, sur la machine physique. Donc, l'avantage, c'est simplement de permettre à la machine physique de pouvoir dialoguer avec la machine virtuelle. Donc, si je fais par exemple, voici ma machine physique, je vais aller pour voir, je tape ncpa.cpl pour voir les paramètres, les connexions réseau, ncpa.cpl, voici ça ici. Je suis censé voir VMnet 1. Donc, je vais ouvrir. Quelques petits soucis là. Je clique sur ouvrir, voilà. Donc, je suis censé voir le VMnet 1 dans les propriétés de ma carte physique. Voici ça ici, dans les connexions réseau de de ma machine physique. Comme vous pouvez voir, VMware Network Adapter VMnet 1. En fait, cette carte-ci apparaît simplement parce qu'on a coché la case Connect et Host Virtual Adapter. Bon, je vais m'amuser un tout petit peu. Je vais revenir encore dans les connexions réseau de ma machine physique. ncpa.cpl. Je vais revenir là.
Donc, admettons que je décoche cette case-ci. Bon, je vais d'abord l'ouvrir hein, pour que ce soit visible. Donc, on a notre VMnet, Virtual Network Adapter VMnet 1 qui est présent là. Sur la machine physique, je précise bien, ça c'est ma machine physique, ce n'est pas la machine virtuelle. Donc, si je décoche par exemple cette case-ci et j'applique les modifications, vous allez constater que après avoir effectué ce changement, la carte réseau virtuelle que j'avais sur ma machine physique a disparu. Donc, je n'ai plus la VMnet 1 ici. Donc, c'est simplement ça le rôle. Mais dans notre cas ici, ça n'aura pas tellement d'importance. Ça n'aura pas d'importance puisqu'on travaillera exclusivement dans un environnement virtuel. Donc, je vais juste me rassurer que j'ai la VMnet 1, j'ai la VMnet 2, tous deux en hausse only. S'il n'y a pas de VMnet 2, vous pouvez simplement cliquer ici sur Hard Network et là, vous sélectionnez VMnet 2 ici. Puis vous validez sur OK. Donc, j'ai déjà les deux cartes réseau comme défini dans l'architecture. Donc, je peux fermer, je peux valider sur OK et fermer cette fenêtre. Voilà. Donc, ce que je fais maintenant sur le DC, je vais aller dans les propriétés de cette machine virtuelle, dans Settings, dans les paramètres plutôt de la machine virtuelle. Et je vais donc associer les deux cartes réseau. Je vais donc associer une seconde. Bon, la première carte réseau existante est en NAT par défaut. Lors de l'installation de la machine virtuelle, la carte réseau par défaut est en NAT. Donc, je vais mettre cette première carte-là en VMnet 1. Et ensuite, je vais ajouter une seconde carte réseau. Donc, Network Adapter, Finished. Et là, je vais définir cette carte-ci, je vais la mettre en VMnet 2. Et là, je valide sur OK. J'ai dans les deux cartes VMnet 1 et VMnet 2. Je valide sur OK. Donc, on patiente quelques instants pour que le système puisse intégrer cette seconde carte que je viens d'ajouter. Ce qu'on va faire par la suite, je vais aller dans les... En cliquant sur ce lien, je vais me rendre dans les connexions réseau, qui est toujours accessible via la commande ncpa.cpl. Donc, Ethernet 0, c'est la première carte. Je vais la renommer. Je l'appelle VMnet. Je préfère donner un nom pour identifier facilement les cartes. VMnet 1. Donc, attention, ça a un tout petit peu planté. Voilà. VMnet 1. Et la deuxième carte, je vais l'appeler VMnet 2. Voilà. Donc, j'ai mes deux cartes. Si je veux savoir véritablement que VMnet 1 s'y correspond à la première carte, je vais simplement venir ici dans faire bouton droit sur la carte, statut, et je viens sur Details. Je vois l'adresse MAC ici qui termine par 48A3. Donc, je vais venir dans les paramètres de la machine virtuelle. Je vais choisir la première carte ici, par exemple. Je passe sur Advanced. Et là, j'ai l'adresse MAC 48A3. C'est bel et bien cette carte-là. Donc, le renommage est correct. Le renommage respecte donc les différentes cartes réseau que j'ai associées là. Je vais faire la même chose sur le serveur membre. Je m'en vais dans les propriétés système. La première carte, on l'a dit, on la laisse en VMnet 1. Donc, la première carte, je vais laisser en VMnet 1. Ok. Là, je vais ajouter une seconde carte réseau. Et cette seconde carte réseau, c'est cette carte-là qui va nous donner accès à Internet. Donc, moi, je vais choisir Bridge dans mon cas. Vous pouvez prendre le mode qui vous conviendra, hein, que ce soit Bridge, que ce soit NAT. La finalité étant d'accéder, de permettre à cette machine-là d'avoir accès à Internet. Donc, je vais valider également. Donc, j'ai une carte en VMnet 1 et une seconde carte que je vais appeler Internet. Donc, pour dire que la carte là est connectée à Internet. Donc, je vais également me rendre via ce lien-ci pour renommer. Je me rends dans les connexions réseau pour pouvoir renommer mes cartes. La première carte, c'est VMnet 1. VMnet 1.
La seconde carte, je vais l'appeler Internet. Puisque c'est cette carte-là qui va nous donner accès à Internet. Donc, on peut même déjà voir à travers cette icône-ci que ma machine accède à Internet. Et si je fais un ping vers le DNS de Google, 8.8.8.8, voilà, là j'ai les réponses qui confirment que ma machine est connectée à Internet. Donc, je m'en vais sur le client. Je vais simplement changer le mode de la carte réseau. Le client 1 est en VMnet 1. Donc, je vais choisir ici VMnet 1 pour le client. Je valide. Et je vais aller renommer cette carte-là en VMnet 1. Donc, ncpa.cpl. Bon, ce qui se passe, ce n'est pas encore. Je vais faire Windows E. Windows R, pardon. Je saisis ici ncpa.cpl. Je valide sur OK. Voilà, là je suis dans les connexions réseau. Je vais faire renommer. J'appelle ceci VMnet 1. Je fais la même chose avec le client. Le client 2, je vais le mettre en VMnet 2. Je valide et je vais aller dans les propriétés, dans les connexions réseau. Je fais Windows R, ncpa.cpl. Je valide. Et je vais appeler cette carte réseau là VMnet 2. Je vais renommer la carte. VMnet 2. Rendu là, j'ai toutes mes cartes réseau qui ont été renommées et qui va me permettre donc de pouvoir effectuer les différentes tâches, les différents travaux de manière conviviale, sans risque de confusion. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre ce premier plan d'adressage qui est en point 100.0, 192.168.100.0, 192.168.200.0. Voilà les deux adresses réseau pour le premier, pour le premier, pour le premier plan d'adressage. Je vais prendre ce plan-ci qui est celui de Amran Ahmed. Donc, je vais fixer les IP. Pour le DC, je vais choisir 100.1, 200.1 pour toutes les deux cartes réseau. Donc, point 1 pour le DC, point 2 pour le serveur membre et point 10 pour les différents clients. Donc, serveur membre ici, c'est 100.2. Client 1, 100.10. Client 2, 200.10. C'est ce que je vais faire. Ce sera aussi plus facile comme ça de pouvoir se retrouver, se rappeler des IP qu'on a fixés sur chacune des cartes. Donc, je viens ici dans les propriétés de la carte VMnet 1. Et là, je vais fixer une IP en 192.168.100.1 avec le masque par défaut. Étant donné que ce serveur-ci sera, bon, on va en venir sur ce côté-là. Je vais valider. Je ferme. Le VMnet 2, je vais également faire la même chose. Je vais donner l'IP en 192.168.200.1 avec le masque par défaut. Le serveur membre, première carte réseau, je mets en c'est la VMnet 1, donc c'est dans le réseau .100, 192.168.100.2, puisque le serveur qui a la VMnet 1 également a la 100.1. Donc je laisse ça ainsi. La deuxième carte réseau est en dynamique puisque c'est cette carte qui passe sur Internet, donc on ne touche pas à cette carte-ci.
Je m'en vais sur le client 1. Je vais également fixer une IP. Client 1, c'est la VMnet 1. Et la VMnet 1, ça sera la 100.0 le réseau. Donc, je prends ici 192.168.100.10. Avec le masque par défaut, je valide par OK. Le client 2, c'est la VMnet 2. Je pars dans les propriétés. Je dois définir une adresse IP en 192.168.200.10 également. Donc, mais là, on est en point 200 ici, le troisième octet. Je valide. Donc, à partir de là, les machines sont censées déjà avoir des adresses IP convenables. Maintenant, la seconde étape, avant de commencer les travaux, donc la première tâche, vous devez disposer de 4 ordinateurs, un serveur et 2 clients. Donc, on a déjà fait cela. Le serveur DC ayant DC 2019 et membre 2019 ayant chacun 2 cartes d'interface réseau sont configurés comme des routeurs avec le service d'accès à distance. Tous les postes ont accès à Internet en passant par le DC. Donc, ça, c'est la tâche que nous allons faire bien après. Donc, nous avons déjà configuré les différentes... Nous avons déjà fixé les IP sur les différentes machines. Donc, le serveur Windows 2019 ayant 2 cartes. Donc là, ça a été déjà fait pour les cartes. Maintenant, tous les postes ont une adresse IP statique à l'exception de la carte publique. Bon, concernant les différentes... Ok, maintenant, il sera question de remplir ce tableau-ci. Mais avant de le faire, nous allons, dans un premier temps, autoriser le protocole ICMP. Très souvent, le pare-feu Windows bloque le ping, bloque le protocole ICMP. Et comme le protocole ICMP, c'est ce protocole qu'utilise la commande ping pour fonctionner. De ce fait, on n'aura pas la possibilité, on n'aura donc pas la capacité de pouvoir tester la connectivité entre deux machines appartenant au même réseau, étant donné le protocole ICMP bloqué. Donc, il est donc opportun de créer une règle sur le pare-feu de chaque machine pour pouvoir autoriser le protocole ICMP version 4 au lieu de désactiver le pare-feu. Donc, c'est plus judicieux comme cela parce que désactiver le pare-feu, ça veut dire qu'on met sa machine en insécurité du fait que le pare-feu a pour rôle de pouvoir filtrer le trafic entrant et sortant dans un réseau. Donc, si on prend le cas d'une machine, le pare-feu qui est présent par défaut sur cette machine aura pour rôle de filtrer tout ce qui entre et sort sur cette machine. Donc, nous, on va aller machine par machine pour autoriser le protocole ICMP. Je commence par le DC. Donc, classiquement, on passe par le panneau de configuration. Le panneau de configuration, on peut aussi venir vers le menu démarrer ici. On a panneau de configuration ici. Bon, je m'en vais dans système et sécurité. Pare-feu Windows Defender, c'est dans ce pare-feu qu'il faut autoriser le protocole ICMP version 4. Je m'en vais dans paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, j'ai les règles de trafic entrant. Donc, ce qui va m'intéresser ici uniquement, c'est les règles. Ce sont les règles de trafic entrant. Donc, on va vouloir autoriser une machine quelconque à pouvoir effectuer le ping sur le DC. Donc, je vais donc venir ici, créer une nouvelle règle. Je clique sur une nouvelle règle ici. Là, j'ai quelques éléments qui apparaissent dans cet assistant de création de nouvelles règles. J'ai programme. Lorsqu'on veut autoriser certains programmes à pouvoir, communiquer avec cette machine. Donc là, ça ne nous intéresse pas. On peut aussi créer une règle relative au port. Là aussi, ça ne nous intéresse pas. On a des éléments prédéfinis ici. Bon, là, ce n'est pas ce qu'on veut. On va choisir personnaliser et on va aller sur suivant. Bon, cette règle s'applique-t-elle à tous les programmes ou à un programme spécifique? Donc, on peut définir si cette règle-là s'applique à un programme spécifique. Donc, on va choisir tous les programmes. Je clique sur suivant. Et là, ici,
à quel port et protocole cette règle s'applique-t-elle? Donc, on va choisir dans ce menu déroulant le protocole ICMP version 4. Je sélectionne ceci comme cela. Je clique sur suivant. Et là, à quelle adresse IP locale cette règle s'applique? Donc, on n'a pas une adresse IP spécifique. Donc, on va laisser toutes les adresses IP. Je clique sur suivant. On va autoriser la connexion. Je clique également sur suivant. Quand cette règle est-elle appliquée? Bon, on va dire domaine privé public. Bon, il n'y a pas de restriction qu'on va faire à ce niveau-là. Dans notre cas, on va donner un nom à notre règle. Le nom ici est au choix. Donc, moi, je vais appeler cette règle ICMP. Donc, en description, pour me trouver un tout petit peu, je vais mettre autoriser le ping. C'est un exemple que je choisis comme ça. Libre à vous de choisir une autre description. Je clique sur terminer. Et là, j'ai ma règle qui apparaît ici. Je fais la même chose sur le serveur membre. Je m'en vais dans le panneau de configuration, système et sécurité, pare-feu Windows Defender, paramètres avancés, règle de graphique en cran, nouvelle règle, suivant. Attention, c'est dans personnaliser, suivant. Et là, cette règle s'applique à tous les programmes. Choisis le protocole ICMP version 4, suivant, à toutes les adresses. Attention, la machine a un peu... Oui, c'était aussi... J'étais au niveau de à quelle adresse IP locale cette règle s'applique, toutes les adresses. Autoriser la connexion, oui, domaine privé, ok. Là, j'ai copié la description de la règle que j'ai créée précédemment sur le DC. Je vais simplement venir coller. Et je vais donner le même nom, ICMP, CMP, version 4. Terminé. Ok, j'ai ma règle aussi là. Donc, je vais même renommer ceci en ICMP version 4 aussi. Ce serait beaucoup mieux. ICMP version 4. Voilà. Je fais la même chose sur le client. Je m'en vais dans le panneau de configuration, système et sécurité, pare-feu Windows Defender, paramètres avancés, règle de graphique en cran. Et là, je vais créer une nouvelle règle. Suivant. Non, c'est personnalisé, pardon. Suivant. Tous les programmes. Protocole ICMP version 4. Toutes les adresses. Autoriser la connexion. ICMP version 4. Terminé. Et là, je fais sur le client 2 pour terminer. Pare-feu Windows Defender. Paramètres avancés. Pare-feu en cran. Nouvelle règle. Personnalisé. Suivant. Suivant. Choisir le protocole ICMP version 4. Suivant. 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 ICMP version 4. On peut faire mettre ça en majuscule. Terminé. Donc à partir de là, le protocole ICMP ne sera aucunement bloqué par le pare-feu Windows. Donc si je reviens sur notre architecture, déjà le DC a une carte réseau en 100.0. Le serveur membre peut déjà communiquer avec le DC. Le client 1 peut communiquer avec le DC, le client 2 avec le DC. Donc on va essayer de faire quelques pings pour vérifier cela.
Donc, si j'ouvre, je peux même ouvrir le PowerShell, Windows PowerShell. Je vais un tout petit peu agrandir la police. Je mets ça à 24 pour que ce soit plus visible. Donc, le DC qui a la VMnet 1 et le serveur membre la VMnet 1. Ça veut dire que le serveur membre, c'est la 192.168.100.2. Voilà, là, le ping passe entre le DC et le serveur membre. Si je fais l'inverse sur le serveur membre ici, je fais le DC, je vais également agrandir la police pour que ce soit plus visible. Je mets ça à 24. CLS pour effacer tout ce qui est déjà à l'écran. Je fais ping 192.168.100.1. Je valide. Voilà, là la communication passe. Le client 1 qui est là dans la VMnet 1 est censé communiquer avec le DC. Le client 2 est censé communiquer avec le DC. Le client 1 peut aussi communiquer avec le serveur membre puisque c'est dans la VMnet 1. Donc je vais ouvrir ici également. Je peux faire le PowerShell. Windows PowerShell. Je vais d'ailleurs épingler ça à la barre de tâches puisqu'on va l'utiliser très souvent. Je fais de même ici. Je vais l'épingler. Le DC, je vais également l'épingler. Là, je vais agrandir la taille de la police pour plus de visibilité. Je mets à 24. Le client 2. Bon, j'étais sur le client 1. Je fais un ping qui est en 192. Client 1 qui est la VMnet 1. Donc, son IP est en 192.168.100.10. Donc, je vais pinguer le serveur qui est à 192.168.100.1. Là, ça passe. Le serveur membre est en 100.2, donc ça doit aussi passer normalement. Voilà. Là, si je viens sur le client 2 cette fois-ci, j'ouvre également le PowerShell. Là, je vais épingler à la barre des tâches, étant donné qu'on va accéder très souvent à cette console. Propriété, police, et là, je vais mettre en 24. Le client 2 est en 200.10. Donc, ça veut dire qu'il peut communiquer avec le DC qui est en 200.1. Donc, je vais faire le ping vers le DC 200.1. Voilà, là tout est correct. Ça veut dire que du côté de la communication, de la connectivité, les éléments ont été bel et bien mis en place. On va donc continuer avec d'autres parties de notre travail, de notre TP. On a ici, donc voilà l'architecture telle que présentée. Nous avons le DC. Le DC avec deux cartes réseau, VMnet 1, VMnet 2. Le client 2 a une carte réseau en VMnet 2. Le client 1, une carte en VMnet 1. Le serveur membre a deux cartes réseau, VMnet 1, une autre carte qui va sur Internet. Dans ce cas de figure, le client 2 peut dialoguer avec le DC, le fait que la carte réseau virtuelle est identique avec l'autre interface du DC qui est en VMnet 2. Dans les deux clients, là, on a même vérifié au niveau de la connectivité que le client 2 peut dialoguer avec le DC. Mais le client 2 ne peut pas dialoguer avec le client 1, étant donné qu'ils ne sont pas dans le même réseau. Pour ce faire, on aura besoin de passer par le DC. Si le client 2 veut communiquer avec le client 1, il va passer par le DC pour pouvoir accéder au client 1. Donc le DC, l'adresse IP du client 2 sera le DC. Le client 1, quant à lui, s'il veut dialoguer avec le client 2, il va passer par le DC également, qui a sa passerelle
qui a une partie de sa carte réseau dans le même réseau que le client 1. Le client 1, s'il veut aller sur Internet, va passer par le serveur membre, étant donné qu'il y a une carte réseau qui est, étant donné que le client 1 a une carte réseau identique avec le serveur membre. Le client 2, s'il veut aller sur Internet, il va passer par le DC, vu que le VMnet 2 du client 2 ne figure pas sur le serveur membre. Donc, il va obligatoirement passer par le DC. Et les requêtes qui doivent aller sur Internet passant par le DC en retour va relayer cette requête-là au serveur membre et ce qui va donc permettre en définitive au client de pouvoir accéder à Internet. Maintenant, si le DC veut aller sur Internet, il va passer naturellement par le serveur membre, étant donné que le DC a le VMnet 2, a la carte VMnet 1, pardon, qui a été installée, qui a été configurée de la même façon que le serveur membre. Donc, le DC, s'il va aller sur Internet, va passer par le serveur membre. Donc, ce qui veut dire, si on va remplir ce tableau-ci, tous les postes ont des adresses IP statiques à l'exception de la carte publique. Oui, la carte publique du serveur membre est en mode dynamique, comme on l'a même vu, on ne l'a pas touché. Donc, le DC ici, son adresse IP, donc on va commencer par les numéros de carte virtuelle. Le DC a deux cartes virtuelles, je mets VMnet 1, et là, je vais copier VMnet pour ne plus ressaisir. Je fais seulement CTRL V. Donc, la deuxième carte, c'est VMnet 2. Je complète 2. Le serveur membre a une carte VMnet 1 et l'autre carte ici est en NAT. Bon, NAT au bridge, c'est pareil, c'est pour aller sur Internet. Client 1, c'est VMnet 1. Client 2, c'est VMnet 2. Quelle est la passerelle par défaut du DC? Le DC, s'il veut communiquer, bon, le DC n'a pas de passerelle par défaut, puisque les deux cartes réseau de cette machine-là, de ce serveur-là, permettent donc de communiquer avec les autres machines. Donc, l'adresse IP du VMnet 1, c'est 192.168.1.1, non, .100.1, pardon. La deuxième carte, c'est 192.168.200.1. Dans le cas-ci, je précise bien que ça, c'est la plage, ce sont les adresses de Amran Ahmed qu'on a choisi. Donc, pour vous autres, ça ne sera pas forcément la 100.1. Ça peut être la 106.1, la 107.1, la 108.1, la 208.1.2, non pas dans point 1, puisque nous sommes encore sur le DC, la 209.1, la 210.1, etc. Donc, vous devez respecter cela. Serveur membre 192.168.100.2. Ça, c'est la VMnet 1. Ça, c'est Internet. Il n'y a pas d'adresse IP. Ça va sur Internet. Client 1, 192.168.100.10. Client 2, 192.168.200.10. Donc, le DC, c'est lui qui sera le DNS. Son DNS est lui-même sur cette interface 192.168.100.1. Pas de passerelle par défaut. La deuxième carte réseau sera son DNS également, .200.1. Le serveur membre aura pour DNS, comme c'est la 100.2, ça sera la 100.1, 192.168.100.1. Donc, pas de carte réseau là. Maintenant, le client 1 aura pour DNS 192.168.100.1, étant donné que la 100.1 est dans le même réseau que la 100.10. Client 292.168.200.1. Voilà. La passerelle maintenant, côté passerelle. Si le client 1 veut communiquer avec le client 2, il va passer par la VMnet 1 qui est
l'adresse IP du DC. La VMnet 1 qui est en 100.1. Donc, j'ai commencé par le client 1. Donc, je mets ici 192.168.100.1. C'est sa passerelle par défaut. Le client 2, s'il veut communiquer avec le client 1, il va passer par la VMnet 2 du DC. La VMnet 2 du DC, c'est 192.168.200.1. Le serveur membre, si le serveur membre veut communiquer avec le client 2, étant donné que ce ne sont pas les mêmes, le serveur membre n'est pas dans le même réseau que le client 2, il va passer par la VMnet 1 du DC. Donc sa passerelle sera la VMnet 1 du DC, qui est 192.168.100.1. Voilà. Le DC, quant à lui, la passerelle par défaut, le DC n'a pas de passerelle puisque chaque interface du DC est reliée à une interface des autres machines. Bon, pas chaque interface, il y a une interface au moins qui communique avec les autres machines. Donc, pour le cas du client 2, c'est la VMnet 2 qui communique avec le client 2. Pour le client 1, c'est la VMnet 1 du DC qui communique avec le client 1. Le serveur membre, c'est la VMnet 1 également qui communique. Donc, voilà comment on peut remplir ce tableau-ci. Voilà en ce qui concerne donc l'étape 1. La suite de la vidéo consistera donc à... La seconde partie consistera donc à la configuration du routage statique. Donc, rendez-vous donc pour la seconde vidéo pour pouvoir mettre en œuvre cette configuration.